Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. 82 milliards, c'est le montant du programme des bourses familiales. Les responsables s'activent depuis plusieurs mois pour la matérialisation de cet ambitieux projet du chef de l'État. Début du Ramadan ce mercredi, un mois de privation pour les musulmans, bienfait et sens du jeûne dans ce journal. Et puis la construction du pont de Farafenni sur le fleuve Gambie, la Banque africaine de développement va financer l'ouvrage à hauteur de 50 milliards. C'est l'une des recommandations fortes de la commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Gambie. Mais tout d'abord, le chef de l'État a reçu cet après-midi l'administrateur de Necotrans, une société française qui s'occupe de la gestion des équipements portuaires. Necotrans est déjà présente au port autonome de Dakar. Son administrateur Pierre-André Wiltzer et aussi ancien ministre français de la coopération est venu informer le président Macky Sall de l'évolution du projet. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Khadikan. Le président suit de très près tout ce qui concerne les projets de développement concernant le Sénégal et le groupe Necotrans, qui est un opérateur très connu et qui est présent d'ailleurs ici déjà au Sénégal, notamment sur le port de Dakar, développe un certain nombre de projets sur le port pour participer, comme le souhaite le gouvernement, le président, le gouvernement, le port autonome aussi, Voilà, c'était donc André Wiltzer, reçu par le chef de l'État. L'armée sénégalaise est en Casamance pour assurer la sécurité des personnes et des biens et construire la paix. Le Premier ministre Abdoul Mbaye l'a réitéré suite à une rencontre avec des jeunes du village de Pointe-Saint-Georges qui réclamaient la lumière sur une affaire de mort. Le Premier ministre promet qu'une autopsie sera faite à Bibombaye. Sur la route de Carabane, le convoi du Premier ministre a été accueilli par des jeunes du village de Pointe-Saint-Georges, dans la commune rurale de Mlamp, département du Souy. Ces jeunes dénoncent la mort d'un des leurs suite à une altercation avec des éléments de l'armée qui auraient torturé à mort le jeune Antoine Robert Sambou. À travers cet incident malheureux, le village qui s'est engagé dans une dynamique de paix en Casamance en appelle à l'intervention du Premier ministre pour qu'une autopsie soit faite afin de situer les responsabilités. Au campement, les gens l'ont bastonné devant tout le monde. Les témoins sont là. Ça devrait arrêter parce que nous sommes des hommes de paix. Hesouka a toujours été un village de paix. Et Antoine aussi a toujours été un homme de paix. Donc nous disons que plus jamais que ça s'arrête. Que Antoine soit donc la dernière victime donc, de cette paix qui s'annonce en Casamance. La gendarmerie a fait son travail, on est vraiment satisfait. Mais nous voulons un dossier consistant qui aura toutes les informations nécessaires, tous les éléments nécessaires pour que justice soit faite. Parce qu'il est temps que ces genres de choses s'arrêtent. L'armée est là pour assurer la sécurité, monsieur le ministre, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, mais pas le contraire. Soulagement et réconfort, c'est ce que cette population endeuillée attendait de l'autorité. Son espoir a été bien fondé car le Premier ministre a été très sensible. Cette enquête sera approfondie selon les souhaits de la famille. Il y aura autopsie. L'armée du Sénégal, votre armée, est là pour construire la paix et d'abord, avant toute chose, pour assurer votre sécurité. Et j'en veux pour preuve que quand elles se désengagent de certaines zones, les populations nous écrivent à nous pour nous dire on ne veut pas que l'armée parte, on veut que l'armée revienne. Nous avons des Sénégalais et des Sénégalaises même parfois qui risquent leur vie pour assurer la protection des populations. C'est ça le rôle de l'armée sénégalaise et c'est à ça qu'elle s'emploie. Ce que je puis vous assurer, c'est que l'enquête sera conduite et à la satisfaction de la famille. Et justice sera rendue. Au-delà de ce cri du cœur de cette population du village de Ponta, pour que lumière soit faite sur cette affaire, une doléance a été formulée pour l'électrification rurale afin qu'une autre lumière puisse jaillir dans ce village. On revient sur cette audience du chef de l'État cet après-midi. Le chef de l'État qui a reçu l'administrateur de Necotrans, une société française qui s'occupe de la gestion des équipements portuaires. Necotrans est déjà présente au port autonome de Dakar et son administrateur Pierre-André Wiltzer est aussi ancien ministre français de la coopération est venu informer le président Macky Sall de l'évolution de ce projet. Il est au micro de Khadikan.
Le président suit de très près tout ce qui concerne les projets de développement concernant le Sénégal, et le groupe Necotrans, qui est un opérateur très connu et qui est présent d'ailleurs ici déjà au Sénégal, notamment sur le port de Dakar, développe un certain nombre de projets sur le port pour participer, comme le souhaite le gouvernement, le président, le gouvernement, le port autonome aussi de Dakar, pour participer à la modernisation, au développement des activités du port. Et donc Necotrans a un projet dans ce domaine, et nous sommes venus tenir le président au courant, parce que je crois qu'il aime bien être au courant de ce qui se passe en ce qui concerne les progrès et les investissements dans le pays. Alors, Necotrans est un groupe français qui est spécialisé dans tout ce qui est la logistique, notamment les équipements, la gestion des équipements portuaires, mais aussi la logistique terrestre et beaucoup d'autres activités liées par exemple aux activités parapétrolières, etc. Mais tout ça tourne autour du transport, pour employer un mot plus simple, dans toutes ses diversités, dans toutes ses spécialités. Le président de la République l'avait annoncé dans son discours à la nation le 31 décembre dernier. L'idée fait depuis son bon nombre de chemin. Depuis plusieurs mois, les services compétents sont à pied d'œuvre pour donner corps à la promesse de bourse familiale aux familles démunies. Maîtresse d'œuvre de cet ambitieux programme de 82 milliards, la délégation générale de la protection sociale et à la solidarité nationale dirigée par Amadou Mansour Faye. C'est un reportage de Anne-Marie Gomis. À partir du 15 septembre 2013, les premiers transferts de bourses familiales devraient être effectifs sur toute l'étendue du territoire. La bourse de sécurité familiale, une aide que le président de la République a décidé de mettre à la disposition des familles vulnérables. Dans un premier temps, il faudrait que les ménages soient en extrême pauvreté, dans une situation d'extrême pauvreté. Le deuxième critère fondamental, c'est avoir un ou des enfants en âge scolarisable. Mais on dit âge scolarisable, donc par l'éducation formelle. Éducation formelle, donc c'est l'école française et les daara modernes. Donc les daara qui ne sont pas encore reconnus comme étant des daara modernes, en réalité, en tout cas pour ce programme, n'en font pas partie. Au préalable, tout un processus allant de l'identification à la validation, en passant par la sélection des ayants droit par les chefs de service déconcentrés, avant l'acheminement des dossiers à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. À terme, 250 000 ménages devraient être touchés à l'horizon 2017. Coût global du programme, 82 milliards. La première phase, c'est 50 000 ménages, donc ça fait 5 milliards. Hors coût de gestion. En tout cas, si on a les 250 000 ménages, ça fait un budget global. Pour le programme, ça fera 75 milliards, pour 10% à peu près. Donc ça fera autour de 82 milliards. Des bourses, c'est 100 000 francs par an. Un programme bien apprécié par les populations qui invite toutefois les autorités à faire preuve de vigilance pour ne pas se laisser abuser. C'est une très belle initiative, c'est un bon projet. Tout bon Sénégalais doit s'en réjouir. Nous savons pertinemment que, en reconnaissant que c'est une excellente chose d'encourager le président et son gouvernement à aller dans ce sens, mais nous savons pertinemment qu'il y en a beaucoup plus à aider. Pour l'essentiel, c'est l'État du Sénégal qui supporte le budget relatif à ce programme. La Banque mondiale, parmi les partenaires, contribue à hauteur de 300 000 $, soit 150 millions de nos francs. Aucune contrepartie pour les bénéficiaires. Cependant, ils seront soumis à un contrôle des services compétents. Donc c'est le maintien et le suivi des enfants à l'école. Si le ménage ne respecte pas donc, cette contrepartie-là, ces ménages-là risquent d'être exclus du programme. Alors, la deuxième conditionnalité, c'est donc la tenue donc, du carnet de vaccination, hein, de tenir à jour le carnet de vaccination. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale appelle à l'implication de tous et à la compréhension de toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires, pour la réussite du projet qui vise à lutter contre la pauvreté.
Nous parlons du lancement officiel des activités de prévention et de lutte contre les maladies liées à l'hivernage. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale était hier dans la banlieue. Guédiawaye, Yeumbeul et Keur Massar étaient les principales étapes. Une lettre de mission a été remise au Badianou Gor, relais et représentant du mouvement de jeunes Abou Bakri Kane. Forte mobilisation à Wakhinane Nimzat. Guédiawaye a été la première étape de cette caravane de prévention et de sensibilisation sur les maladies liées à l'eau. Pour les activités, les principales cibles sont les Badianou Gor, relais et représentants des mouvements de jeunesse. Leur mission, être toujours aux côtés des populations. Investissez les quartiers, investissez les maisons pour y mener des activités favorables à la promotion d'une hygiène corporelle, alimentaire et environnementale. À travers cette démarche participative, le ministère de la Santé veut faire de la lutte contre les maladies hivernales l'affaire de tous. On va contribuer à améliorer les conditions de vie de nos populations par la sensibilisation, l'éducation et l'information de porte à porte à travers toutes les familles, à travers toutes les 52 ASC de notre département. Après Guédiawaye, cap sur Yeumbeul Nord. Là également, le professeur Awa Maricol Seck a réitéré la mission de mener régulièrement la sensibilisation auprès des populations. Nous savons que les femmes sont des porteurs de voix. Donc les groupements féminins, on va sensibiliser avec un thème bien précis. Se laver les mains de la meilleure manière possible, qu'on le fasse aussi quand par exemple une mère lave son enfant qui est allé à la selle, quand on sort des toilettes, avant de manger, avant de faire la cuisine, pendant qu'on fait la cuisine. Donc il faut vraiment tout faire pour être propre. Et cela entraîne aussi la possibilité d'avoir des aliments sains. Mais nous avons également parlé de l'environnement. Dans ces activités de prévention et de sensibilisation, le ministère de la Santé est accompagné par des partenaires, notamment Colgate, Palmolive et l'OMS. L'ultime étape a été Keur Massar, où le ministre a réceptionné un don de la Sénégalaise de distribution de matériel agricole Sedima, 3 ambulances médicalisées pour les districts de Pikine, Keur Massar et Malika. La modernisation des infrastructures sanitaires du pays, le pavillon Saint-Louis de l'hôpital principal a vu ses locaux rénovés à hauteur de 665 millions de francs CFA grâce à la coopération japonaise, une politique de réhabilitation qui vise à assurer un meilleur cadre d'accouchement pour les femmes internées dans ce service de maternité. Lamine Touré. Le service de maternité de l'hôpital principal de Dakar a fait peau neuve. Une rénovation de taille avec l'installation des détecteurs de fumée dans les chambres d'hospitalisation, des tirettes d'alarme, des chambres climatisées. Le pavillon Saint-Louis présente désormais toutes les commodités requises pour assurer un meilleur accouchement aux femmes. En mémoire, en mai 2011, j'ai participé ici même à la cérémonie de lancement des travaux. L'achèvement des travaux a permis d'améliorer le cadre d'accueil de la mère et de l'enfant. Cette bâtisse date de 1922, une infrastructure sociale de base rénovée pour mieux accueillir les femmes. Depuis une décennie, les autorités publiques sont engagées dans une dynamique de lutte contre la mortalité infantile. Ceci à travers une politique de rénovation et de construction de nouveaux centres de santé. La remise à disposition de cette maternité de niveau 3 puisse nous permettre de renforcer nos atouts dans cette lutte pour le droit à la santé des populations et le développement de notre pays. Les autorités présentes à cette inauguration ont constaté de visu à tous les niveaux les travaux effectués sur ce bâtiment de 2 étages, notamment le site Monte-Malade, la salle d'accouchement et l'éclairage. C'est parti pour le mois de Ramadan, un mois de privation pour les musulmans. En effet, c'est aujourd'hui, ce mercredi, qu'a démarré officiellement le jeûne au Sénégal. Le sens du jeûne et de ses bienfaits expliqué dans ce reportage signé Kaltom Gueye. Le jeûne du Ramadan est sans doute le rite islamique le plus pratiqué par les musulmans. C'est un mois durant lequel le croyant offre à Dieu son obéissance. C'est également une période de bienfait. D'aucuns l'assimilent même à un mois de faveur que Dieu nous fait. Le mois de Ramadan, c'est un mois de promotion. Le bon Dieu nous a gratifié ce mois-là
pour nous permettre d'absoudre tous nos péchés. Voilà. Donc le prophète a dit à cet égard, le plus malheureux parmi vous, c'est celui qui, après avoir vécu tout le Ramadan, se retrouve avec un seul péché. Donc le Ramadan est là pour effacer tous les péchés. Donc ça, c'est une aubaine. Le fait d'être un des 5 piliers de l'islam donne aux jeunes son caractère obligatoire. Et pourtant, il y a des personnes qui en sont exemptées. Ce sont les gens qui sont malades ou bien qui sont en voyage. Quand tu es en voyage, et même le Coran dit que si tu peux voyager et jeûner en même temps, c'est mieux. Mais celui qui est malade avec un certificat médical qui certifie qu'il n'est pas apte, là il est exempt. Ensuite, une femme qui est en période de menstrues ou bien qui allaite et qui ne peut pas supporter l'allaitement avec la faim. Pour rappel, c'est pendant ce mois que le Saint-Coran a été révélé au cours de la nuit du Laylatul Qadr, une nuit que l'on considère dans l'islam comme la meilleure des nuits. Et puis à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, ce message de son Excellence le Président Macky Sall à l'occasion donc de ce mois, l'avènement du mois béni de Ramadan m'offre l'agréable occasion d'adresser mes chaleureuses félicitations à la communauté musulmane de notre pays et à l'ensemble de la Oumma islamique. Pendant cette période sacrée, des millions de musulmans à travers le monde seront à la quête de l'élévation spirituelle dans la pratique du jeûne et de la repentance en cultivant l'esprit du pardon et de la solidarité à l'égard du prochain. Puisse Dieu dans sa bonté infinie agréer nos dévotions, conforter la cohabitation pacifique entre les peuples et les religions et nous combler de ses bienfaits. C'était un message du président de la République à l'occasion du mois béni de Ramadan. La grève du Sud-Jus, le garde des Sceaux, appelle à l'apaisement du climat. Il n'a jamais été question, selon la ministre de la Justice, de supprimer les fonds communs des travailleurs, mais plutôt de baisser le taux de nantissement au Sénégal pour favoriser les investissements. Aminata Touré appelle le Sud-Jus à retrouver la table des négociations. Le ministre de la Justice est au micro de Ousmane Garifay. Il n'a jamais été question pour l'État du Sénégal de supprimer les fonds communs des travailleurs de la justice. C'est un acquis et on le considère comme tel. Donc il y a eu une modification du décret relatif aux frais de nantissement. Vous savez que les investisseurs, lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils doivent payer un certain nombre de taxes, dont les frais de nantissement, qui sont d'ailleurs les plus chers de la sous-région. Ce qui est un facteur de découragement, puisqu'ils préfèrent souvent aller ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Ghana, où les taux sont beaucoup plus favorables. Nous avions eu récemment un cas, nous le savions déjà, mais ça a été un cas qui a illustré cette situation. C'est que un prêt de la BAD de 150 milliards pour la construction de la centrale électrique de Sendou était compromis, puisque la BAD a refusé effectivement de payer des frais de nantissement qu'elle considérait comme excessivement élevés. Nous avions deux possibilités, ou alors réviser les taux, que nous savions de toute façon élevés, ou alors perdre la possibilité de la construction d'une centrale qui réglerait les problèmes d'électricité que nous vivons tous et qui concernent les 13 millions de Sénégalais. Alors, nous avons décidé, le président de la République a signé un décret qui limitait les frais de nantissement. Au-delà d'un investissement d'1 milliard, les frais de nantissement ne pouvaient pas dépasser 50 millions. Donc, je voudrais inviter vraiment le syndicat à revenir à la table de négociation. Nous sommes ouverts sur l'ensemble des points de la plateforme, mais nous avons également l'obligation de tenir compte de l'intérêt général et également de la nécessité des Sénégalais, sur ce cas particulier, d'avoir accès à l'électricité. D'ailleurs, la plateforme revendicative sur laquelle il faut discuter, elle date de bien avant notre arrivée au pouvoir.
Mais évidemment, il y a la continuité de l'État. Il faut l'étudier, il faut voir ce que l'État peut faire. Et encore une fois, nous sommes vraiment disposés à le faire. C'est un esprit d'ouverture, mais le bras de fer n'est pas nécessairement la bonne voie pour aboutir à un bon accord. Donc encore une fois, j'invite vraiment le syndicat à revenir à la table de discussion. Et je suis sûr qu'en bonne intelligence, on pourra trouver les solutions qu'il faut. Le syndicat du pétrole et du gaz au Sénégal suspend son préavis de grève. Les syndicalistes ont rencontré le ministre de l'Énergie et des Mines et leur patronat. C'était en présence du ministre de la Fonction publique et du Travail. Les deux parties vont se retrouver le 23 juillet prochain pour discuter du pacte social arrivé à terme. Moussa Mané. Le syndicat du pétrole, du gaz et des transports des hydrocarbures décide de suspendre son préavis de grève. Ceci après des discussions avec la tutelle, les patronats et sous la supervision du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les institutions. 2 heures de discussion qui ont abouti à un dénouement heureux. Je pense que cette rencontre commence à connaître un dénouement avec M. le ministre du Travail et M. le ministre de l'Énergie. Bon, l'avenir industriel aussi de la SAR, M. le ministre nous a rassurés sur les prédispositions que l'État a mis en place du moins, pour pouvoir quand même sortir la SAR de ses difficultés. Ainsi que l'avenir aussi de nos camarades de la SMKD par rapport au nouvel aéroport de Diass. Je pense que des propositions très concrètes sont déjà proposées par l'État pour quand même vraiment l'avenir enlever toutes nos inquiétudes. En septembre 2008, la tutelle et le syndicat national du pétrole et du gaz du Sénégal ont trouvé un accord. Un pacte est signé. Aujourd'hui, il est arrivé à terme. Dans les discussions, les deux parties sont convenues de discuter sur ce renouvellement du pacte à travers un séminaire ce 23 juillet. Un premier travail a été fait par le ministère, notamment en confiant le travail à l'inspecteur. Nous allons à un séminaire le 23 juillet prochain pour évaluer donc ce pacte social et également évaluer les autres accords qui avaient été signés par l'État. Et nous pensons qu'à l'issue en tout cas de cette évaluation, d'autres pas seront faits. Les syndicalistes également ont eu à exprimer une certaine inquiétude par rapport à l'avenir de la SAR, par rapport à l'avenir de SMKD qui opère un peu actuellement au niveau de l'aéroport, en perspective de l'ouverture de l'aéroport de Diass. Par rapport à ces 2 points également, on les a rassurés. Les deux parties s'engagent donc à maintenir cet élan de dialogue et surtout de mettre en avant les intérêts du pays. C'est donc un dénouement heureux qui sera bien accueilli par les Sénégalais en cette période de Ramadan. 10 ans après la déclaration de Maputo, seuls 7 pays africains consacrent 10% de leur budget à l'agriculture. L'ONG Oxfam lance une campagne intitulée « Cultivons » pour la promotion de l'agriculture africaine. Il faut renforcer l'investissement, nous dit Alioune Badarakan. Les signaux peinent à virer au vert. En Afrique, l'agriculture souffre. Elle souffre de l'absence d'investissement. Un constat d'échec 10 ans après l'engagement des chefs d'État à Maputo de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. On peut dire que sur les 10 ans de Maputo, pratiquement 7 pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale, ont atteint effectivement les 10% à consacrer de leur budget à consacrer à l'agriculture. Mais sur les 7, les 5 sont en Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal et le Burkina. La question qui se pose maintenant, c'est que effectivement, si on dit que c'est mitigé, c'est parce que effectivement ces 10% d'abord n'ont pas été très bien ciblés. Parce que quand vous vous rappelez en 2003 avec ce qui s'est passé avec le régime qui est précédent, on a eu effectivement beaucoup d'investissements dans l'agriculture, mais malheureusement ces investissements ne sont pas arrivés aux populations concernées. 70% des Africains sont dans le secteur agricole. L'Afrique ne pourrait se développer sans une agriculture florissante. Il faudrait investir, beaucoup investir pour récolter les fruits. Tel est le slogan de la campagne Cultivons, initiée par Oxfam. Si on pense que l'on doit sortir durablement des crises alimentaires dans laquelle la sous-région est enferrée et que pour sortir de ces crises alimentaires, la seule solution c'est de réinvestir dans l'agriculture, c'est pas nous qui le disons, c'est les chefs d'État qui l'ont dit en 2003 et c'est les chefs d'État qui l'ont redit en 2008 en stimulant la relance de l'ECOWAP qui était la politique agricole de la CEDEAO. Donc il y a des décisions politiques fortes qui ont été prises, l'ensemble des États de la CEDEAO ont des programmes nationaux d'investissement agricole, ces programmes ne pourront pas se mettre en œuvre avec des budgets de l'ordre de 2% comme c'est le cas au Nigeria. Une agriculture performante serait un débouché pour les 250 000 jeunes Sénégalais qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Autre enjeu de taille, en 2050, la Terre va compter 9 milliards de personnes. Cela pose à nouveau sur la table la question de la sécurité alimentaire.
Les Journées mondiales de la jeunesse 2013, elles se tiendront au Brésil du 23 au 29 juillet. Près de 2 millions de jeunes catholiques sont attendus. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques a procédé à la remise du drapeau national à la délégation de 20 jeunes Sénégalais qui vont s'y rendre. Le thème de cette année porte particulièrement sur l'évangélisation. Philomène Constance Diagne. Les JMJ sont des moments de festivité, d'expression de foi et de communion. Elles réunissent des milliers de jeunes catholiques venant d'horizons divers avec le pape. Cette année, c'est Rio de Janeiro qui accueille. Et les objectifs assignés à ces journées mondiales auxquelles nos frères vont participer consistent à rencontrer Jésus-Christ, à rencontrer l'homme, pour qu'au retour, ils continuent à participer à la construction de leur pays. En se rendant à Rio, ce grand pays qui est le Brésil, Rio, premier pays catholique d'Amérique latine d'un point de vue numérique et même au monde, mais aussi le pays de l'interreligieux et de la plurireligiosité, va vous accueillir, vous jeunes Sénégalais, venant d'un pays dans lequel l'islam, la religion traditionnelle et votre religion chrétienne cohabitent avec beaucoup de succès, beaucoup de respect. Ces jeunes choisis de par leur engagement vont représenter l'Église du Sénégal. Ils auront à témoigner de l'universalité ecclésiale. Pour les accompagner dans ce pèlerinage avec le Saint-Père, l'État du Sénégal leur a remis une enveloppe de 20 millions de francs CFA et plus symbolique encore, le drapeau national. Au-delà de cette foi commune, vous représenterez aussi votre pays, le Sénégal. Conduisez-vous en pèlerin responsable et respectueux des normes et règlements établis par le pays d'accueil. Portez en bandoulière nos valeurs civiques chères au président Macky Sall et morales. Soyez aimable et charitable avec les jeunes que vous aurez à rencontrer durant votre séjour au Brésil. Que l'image de marque de notre pays resplendisse à travers votre comportement de tous les jours, à travers vos actes et paroles, mais également et surtout à travers vos dévotions et prières pour un Sénégal prospère. Tous les 2 à 3 ans sont célébrées les Journées mondiales de la jeunesse. Pour rappel, elles ont été initiées par le défunt pape Jean-Paul II en 1985, année décrétée année internationale de la jeunesse par l'ONU. Depuis lors, la croix de l'année sainte, symbole des JMJ, a parcouru près de 15 pays. Le dernier a été l'Espagne en 2011. Un atelier de 2 jours a permis au ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat de partager et de valider son plan de communication pour une durée de 5 ans. Ce plan va indiquer aux jeunes Sénégalais les offres de formation disponibles dans le secteur. Ousmane Ba. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a partagé et validé son plan de communication avec les experts en la matière. Permettre beaucoup plus de visibilité à une structure comme le ministère de la formation professionnelle, essayer de mettre à la disposition de la jeunesse sénégalaise des éléments en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de renforcement de capacité. L'exécution du plan d'action de cet outil va participer de la visibilité du département, une façon d'inciter les jeunes à s'orienter vers la formation professionnelle. L'attractivité par rapport à la formation professionnelle, elle peut se justifier aujourd'hui et certainement la communication contribuera à développer cette attractivité. La réforme pédagogique, approche par compétence, formation par alternance, le ministère arrive à des taux d'insertion entre 70 et 100%. Les échanges autour des différents points du plan de communication du ministère se sont déroulés sous l'œil du représentant de la tutelle. L'objectif, c'est justement de nous faire connaître auprès de ces jeunes-là, afin qu'ils puissent au moins adhérer à notre projet de formation des populations et des futurs employés de demain.
Pour une durée de 5 ans, ce plan de communication du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, une fois déroulé, va indiquer aux jeunes en quête de formation les offres disponibles dans le secteur. Allez, on va parler de l'introduction de nouvelles normes sur les bonbonnes de gaz. Le projet est en cours de validation pour renforcer la sécurité des consommateurs sénégalais. Un atelier de validation de 2 projets de normes s'est tenu entre les acteurs du secteur et le ministère du Commerce. Abibou Mbaye. La bonbonne de gaz, un produit incontournable et à forte utilité domestique. Son usage est certes d'un grand apport chez les consommateurs sénégalais, mais la diversité du produit peut conduire à un manque de sécurité de ces bouteilles qui doivent être soumises à des normes. L'État l'a subventionné, soutenu. Maintenant, ça se développe. Et quand ça se développe, il y a une infiltration de mauvais produits, la contrefaçon et maintenant la sécurité des populations. Vous savez, il y a des effondrements d'immeubles. Il ne faut pas aussi qu'on parle d'incendie à cause de bonbons de gaz ou des brûleurs. Raison pour laquelle l'association de normalisation avec tous les acteurs de la filière, avec le ministère de l'Énergie, ont décidé d'élaborer 2 normes pour le bonbon de gaz et une norme pour les brûleurs, justement pour codifier les produits et leur utilisation afin de garantir d'abord la sécurité des consommateurs, aussi protéger l'environnement parce qu'il y a des gaz à effet de serre, donc c'est une alternative, et en même temps promouvoir une économie alternative par rapport aux importations. Le Sénégal a récemment élaboré 45 normes par le biais de l'Association sénégalaise de normalisation ASN, dont 11 dans les domaines de l'énergie solaire, 2 concernant l'énergie domestique, 6 pour les lampes à basse consommation d'énergie et 36 autres dans les combustibles et le gaz. Cette consommation soutenue du gaz n'est pas sans conséquence dans le quotidien des populations, si les dispositions particulières ne sont pas prises en matière de sécurité. Dans un contexte marqué souvent par des risques d'accidents liés à l'utilisation de bonbons non conformes et à la contrefaçon des brûleurs de gaz. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a initié de nombreuses actions dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement du sous-secteur des combustibles domestiques et a décidé, pour des raisons de sécurité, de protéger les consommateurs par la normalisation des bonbons de gaz et des brûleurs. Ainsi, avec la validation de ces 3 projets de normes, les risques d'accident seront atténués, la contrefaçon et l'utilisation de bonbons non conformes éradiqués dans un secteur où la sécurité doit être de rigueur. C'est l'un des titres de ce 20h. La Banque africaine de développement met à la disposition des États du Sénégal et de la Gambie la somme de 50 milliards de francs CFA pour le financement du futur pont sur le fleuve Gambie. La réalisation, conformément à la volonté politique des 2 chefs d'État, est prévue à la fin de l'année. C'est là une des fortes recommandations de la 6e session de la commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Gambie, tenue les 8 et 9 juillet, envoyés spéciaux à Banjul, Ndiogou Diagne et Pape Madi Diop. Ils ont tous 2 signé le document, les accords sont multiples, une lecture bilingue du document a été faite. Une façon de mettre au même niveau d'information les parties gambiennes et sénégalaises. La République du Sénégal et la République de Gambie, par la voix de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, se sont dit particulièrement satisfaits de l'option prise de donner une impulsion significative aux échanges culturels et à la coopération transfrontalière. Ils se sont par ailleurs félicités de l'engagement pris par les 2 parties à renforcer le cadre juridique de leur coopération. Cette 6e session de coopération Sénégal-Gambie est la suite de la 5e tenue en avril 2010 à Dakar. Pour le gouvernement gambien, rien ne doit plus retarder la mise en œuvre de ces accords de coopération. I will therefore wish to urge the relevant authorities in our countries. J'exhorte les autorités compétentes de la Gambie, aussi bien que celles du Sénégal, à s'inscrire résolument dans la réalisation de ces projets le plus tôt possible. Espérons que les questions soulevées et négociées vont contribuer au renforcement des relations bilatérales entre nos 2 pays. To making sure that implementation takes place as soon as possible. Un sérieux diagnostic sur le transport, le commerce, le tourisme, la culture et le sport a été procédé. Mais la décision qui a véritablement réjoui la partie sénégalaise est incontestablement cet accord de taille.
c'est la volonté politique exprimée par les deux chefs d'État et les deux gouvernements d'aller vers le pont sur le fleuve Gambie. C'est extrêmement important. Le financement est déjà obtenu par la BAD, autour de 50 milliards de francs CFA. C'est un pont qui n'est pas très long, 942 mètres. Je crois qu'il y a la volonté affichée des deux chefs d'État d'aller rapidement vers la construction du pont et vers la construction également de deux postes juxtaposés de part et d'autre de la frontière. Le dossier quasi bouclé, la réalisation pourrait bientôt démarrer. Nous souhaitons, je dis bien nous souhaitons, que d'ici la fin de l'année, on pourrait commencer. En tout cas, que ce soit les deux parties, que ce soit la BAD, nous avons l'espoir que si ça continue, on peut y arriver à la fin de l'année. Un dîner a été offert aux deux délégations par l'ambassadeur du Sénégal à Banjul et la cérémonie de remise de cadeaux a été un temps fort de cette invitation. Dakar abritera la prochaine commission mixte de coopération Sénégal-Gambie prévue en 2015. On va parler d'immigration clandestine. L'ambassade des Pays-Bas et l'Organisation internationale pour les migrations partagent le combat. Les deux institutions ont organisé une campagne de sensibilisation qui va toucher tout le pays. Débats et projections de films ont rythmé la campagne. Abdelaziz Ban. C'est par une projection de films qu'a démarré la campagne. Il s'agit de sensibiliser les Sénégalais sur les méfaits de l'immigration clandestine. C'est une initiative du gouvernement des Pays-Bas pour ouvrir le débat avec les jeunes. La campagne d'information est basée sur un site web, oui, où les jeunes peuvent intervenir dans des forums sur les conditions de vie en Europe. La campagne elle-même s'appelle Surprising Europe. Les surprises, la vie surprenante en Europe pour les Africains. La question de la migration n'est pas seulement une question punitive et de clandestinité et de punition. Ces films aujourd'hui ont montré les deux côtés de la migration. Il y a des migrants qui ont des grands succès en Europe, qui reviennent avec de l'argent, avec des transferts et aident à redévelopper leur propre pays, leur pays de souche. Mais d'autres migrants, on l'a vu dans le film aussi, tombent dans un calvaire, tombent dans le malheur. Et c'est important de montrer aussi ce côté-là. L'Europe n'est pas un Eldorado où toutes les richesses tombent du ciel. Au cours des débats, plusieurs questions ont été soulevées. Les participants ont eu droit à des explications de la part de l'ambassadeur des Pays-Bas et de la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations. Des échanges riches en enseignements. Oui, ça nous a permis de nous renforcer davantage pour démultiplier cette campagne au niveau de nos zones respectives, qui sont la plupart du temps des zones de départ des jeunes vers cette migration irrégulière. Et de notre côté, ça va nous permettre de montrer qu'à travers les fonds que les migrants amènent dans nos pays, ça peut nous renforcer aussi dans le cadre des programmes de co-développement, surtout dans le cadre social. Les projections de films et les séances de débat vont se poursuivre. La campagne de sensibilisation va s'élargir dans d'autres localités du pays. L'islamologue Tariq Ramadan peint un avenir sombre pour son pays d'origine, l'Égypte. Dans ce nouveau numéro du magazine hebdomadaire Le Point, le théologien décrypte la situation qui prévaut sur place. Voici un extrait de l'entretien. Aujourd'hui, il est évident que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et puis cette mobilisation de plusieurs millions de personnes, et puis la position américaine directement de ne pas utiliser le mot de coup d'État. L'Amérique est nuancée à ce niveau-là. La terminologie qui est utilisée jusque-là, l'Occident ne veut pas utiliser le terme coup d'État, mais vous, comment vous qualifiez ça? C'est un coup d'État militaire, c'est clair. Il y a eu des élections, donc c'est un coup d'État militaire. Les États-Unis ne peuvent pas l'utiliser parce que s'ils utilisent ce mot, constitutionnellement, ils ne peuvent pas soutenir le nouveau régime. Donc en fait, il y a bien chez les Américains quelque chose qui était de l'ordre d'accompagner ce processus. Je pense qu'il y a un accord entre les Américains et les Européens d'un côté, les Chinois et les Russes d'un autre côté, de ne pas être d'accord sur la Syrie. On ne veut pas de solution, parce que c'est ce que le département... C'est l'anéantissement définitif du monde arabe, quoi. Alors ça le fragilise surtout. C'est ce qu'on appelle, dans le département d'État américain, un conflit de basse intensité. Donc c'est un modus vivendi qui a été trouvé au niveau de la Syrie. Mais ça tue 170 personnes par jour, et ça fragilise tout. Voilà, Tariq Ramadan invité d'Ousmane Ngarifay dans l'émission Le Point. Vous pourrez en suivre l'intégralité après cette édition. Sur place en Égypte, le
parquet ordonne l'arrestation du chef des frères musulmans ainsi que celle de plusieurs responsables de la confrérie. Ils sont accusés d'incitation à la violence lors des affrontements de lundi. Par ailleurs, pour la première fois, le gouvernement a donné des informations du président déchu Mohamed Morsi. Il se trouve bien en soins, donc il ne fait pas l'objet de poursuites, a assuré un porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Le comité de gestion du fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle est officiellement lancé. Il a rencontré le ministre de la Culture pour discuter du choix des membres du Bureau national et de la politique à adopter pour une gestion globale du cinéma. Pour rappel, le président de la République a promis d'octroyer un fonds annuel d'1 milliard de francs à la cinématographie à partir de 2014. Damsila. L'État du Sénégal, dans sa politique d'appui au secteur du cinéma, va mettre en place un fonds annuel de 2 milliards de francs CFA à partir de 2014. Un montant qui sera destiné exclusivement à la production cinématographique. Pour une gestion efficace et efficiente, un comité de gestion a été désigné. D'autres mécanismes appropriés pour accompagner et compléter la mise en place de ce fonds dans les autres domaines, comme la diffusion, la distribution, la formation, la promotion, sont en train d'être envisagés. Et aujourd'hui, pour ce qui nous réunit, donc la gestion de ce fonds sera confiée, comme le stipulent les textes, à un comité de gestion. En audience avec le ministre de la Culture, le comité de gestion du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle est revenu sur le choix des membres qui doivent composer le bureau. Nous pensons que le fonds de promotion à la production cinématographique audiovisuelle ne concerne pas les techniciens du film, tout comme les distributeurs, exploitants de salles de cinéma, encore moins les formateurs en cinéma. Donc, ils n'ont pas à faire partie du comité de gestion. Les distributeurs exploitants de salles de cinéma sont éligibles, comme vous le savez, monsieur le ministre, dans un autre fonds de garantie aux investissements déjà créé par l'État. Vous l'avez souvent dit. Par contre, nous souhaitons, afin d'ouvrir une fenêtre au privé pour la production, avoir dans le comité de gestion le CNP, la CNES, le MEDES, l'UNAQUA et l'Union nationale des chambres de commerce. On a voulu vraiment mettre en place les outils pour aller vers l'utilisation de ce fonds dès le début de 2014. On souhaitait faire de telle sorte que dès le moment où les crédits seront mis en place en 2014, les bénéficiaires du soutien soutenus pour la qualité de leurs propositions recevraient les premiers francs attribués par le fonds à eux pour faire leur production. Le ministre de la Culture promet d'intégrer dans le bureau toute personne pouvant apporter quelque chose au secteur du cinéma. Les contributions des universitaires et du secteur privé sont les bienvenues. L'État du Sénégal va appuyer les radios communautaires à hauteur de 100 millions. Une bonne partie de cet argent servira à financer la formation du personnel de ces radios. L'information est donnée par le directeur de la communication, Alioune Dramé, qui présidait l'inauguration de la radio communautaire Rendo FM à Mbour, Mamadou Samambo. Les radios communautaires et associatives de la Petite Côte s'enrichissent d'un nouvel organe, Rendo FM. Notre credo, c'est l'unité, c'est la solidarité, c'est le partage. Nous avons nos cousins les Sérères, nous avons nos cousins les Diola. Nous sommes là pour cimenter, contribuer à cimenter cet État-nation. Porté par la communauté poulard de Mbour, Rendo FM se veut un agent de développement transformationnel de son rayon de couverture. On ne peut pas faire aujourd'hui l'économie de médias qui touchent directement les populations à la base, qui leur permet de s'exprimer, qui leur permet de partager ce qu'ils ont comme élément culturel, mais comme préoccupation aussi en matière de développement. C'est pourquoi l'inauguration de Rendo FM était riche en couleurs et en sons. Cette année, nous avons décidé d'appuyer les radios communautaires à hauteur de 110 millions. 110 millions pour les radios, 40 millions pour la formation, parce que vous savez, les radios communautaires ont besoin de formation extraordinaire.
Ce coup d'essai réussi, les responsables de Rendo FM se projettent déjà sur l'avenir. C'est grâce à tout le monde de transformer Rendo FM ou alors d'ajouter à Rendo FM une télévision. Rendo FM est partenaire de la municipalité de Mbour. Son programme s'oriente vers le civisme et l'action de développement, le tout dans un bain culturel, base justement de toute action de développement. En sport, des résultats de la 24e journée de la Ligue 1 Orange. Match joué donc ce mercredi. Niary Tally a battu Jaraaf 2-1. Diambar et Gorée ont fait match nul, 1 but partout. Le Dakar Université Club a battu l'US Ouakam 3-0. Le maintien à Ligue 1 pour l'AS Douanes se complique davantage. Les Gabelous ont été battus par l'AS Pikine 1-0. En levée de rideau, le Port Laminé assure 4-0. Retour sur les temps forts de ces deux rencontres avec Louis-Philippe Sagna. Match décisif pour les Gabelous. Les protégés de l'Amindien doivent à tout prix faire le maximum pour sortir de la zone rouge. Mais le sort a été scellé avant la demi-heure de jeu, plus précisément à la 28e minute. Un coup de tête instantané qui permet à l'AS Pikine de mener au score. Un résultat qui n'évoluera pas jusqu'à la pause. À la reprise, l'AS Douanes revient à la charge. De nombreux assauts qui ne trouvent pas satisfaction. Au finish, c'est la désolation. On a confondu vitesse et précipitation. Cela se traduit souvent par des mauvais choix dans la démarche d'approche de l'équipe adverse, du camp adverse. Cela se traduit par de mauvais choix dans la surface. Nous avons travaillé dans le sens, en tout cas, de faire en sorte que sur la fin, nous soyons vraiment là. Je pense que nous sommes en train, je touche du bois, nous sommes en train de réussir ce pari d'être présents sur la dernière ligne droite. En levée de rideau, assure 15e au classement, devait en découdre avec le Port. Une rencontre à sens unique. Les poulains de Malik Daf n'ont pas fait de détails. Au bout du compte, 4-0. Score qui enfonce davantage les sucriers. Oui, c'est lourd. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu un camouflet. Oui, oui. Et surtout sur un match que je ne devais pas perdre. Parce que l'équipe est en train de jouer sa survie. Mais nous croyons au football. Ce sont les règles. Tout n'est pas encore joué. Il reste 6 journées. Désormais, chaque match est synonyme de finale pour l'équipe de Richard Toll. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Oumou Baldé sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.